2020 sera-t-elle l'année de la nouvelle peste noire, j'ai nommé le coronavirus? Pas encore de quoi faire une psychose, mais suffisamment de quoi inquiéter et stresser une bonne partie de la planète. Même si des autorités médicales très compétentes affirment qu'il n'y a pas de quoi fouetter un chat de gouttière, et même si d'autres autorités médicales très compétentes affirment qu'il y a de quoi fouetter un chat de gouttière. Ce qui est inquiétant dans cette affaire de virus, né sur un marché chinois de chauves-souris, c'est surtout la manière dont on s'est emparé de l'épidémie. On, c'est-à-dire nos gouvernants, nos médias, nos systèmes de santé dits occidentaux et évolués, et tant d'autres. Je ne voudrais relever qu'une seule contradiction extraordinaire du milieu politico-médiatico-médical sur le sujet. Si l'on suit ces recommandations, il faut grosso modo se calfeutrer dans sa cave. A contrario, l'on nous explique qu'il est totalement inutile de surveiller les frontières pour empêcher la propagation du virus. Ah bon? Et pourquoi ça? Le virus du corona, ce n'est pas un nuage radioactif comme celui de Tchernobyl, qui lui, effectivement, s'est bien volontiers ri des postes frontières et des taxes douanières. Le virus, lui, passe par des personnes qui toussent, qui crachent, qui reniflent, comme dirait Louis de Funès. Et ces personnes transfrontalières, il est tout à fait possible de les confiner dans leur pays pour les empêcher d'aller tousser, cracher et renifler ailleurs. Mais pour cela, il faut encore qu'il y ait des frontières. Or, voilà 50 ans que l'on met un point d'honneur à les détruire, à les détricoter, après avoir passé des millénaires à les construire. Tiens, prenons un cas d'école. Le premier cas infecté du Nigeria, par exemple, eh bien, c'est un Italien qui travaille au Nigeria et qui arrivait de Milan. Vous n'allez pas me dire qu'en quittant Milan, ville infectée, il n'aurait pas dû être confiné avant d'aller contaminer ce pays surpeuplé d'Afrique, doté d'un des systèmes de santé les plus défaillants de la planète. Ah oui, mais le libéralisme dit qu'on ne doit pas entraver la libre circulation des personnes, des biens et des capitaux, et donc des virus, CQFD. Évoquons un scénario catastrophe, histoire de se faire peur avant de se coucher. Des savants calculs, effectués par les économistes du monde entier, nous indiquent que la petite bête virale devrait coûter 1/10 de point de croissance à l'économie mondiale. À l'évidence, cela pèsera beaucoup plus lourd que ce 10e de point de croissance. Ben oui, quand même, quoi. Et l'on n'est sûrement pas au bout de nos peines et de nos surprises avec des petits scénarios à faire pâlir les scénaristes d'Hollywood. Par exemple, et dans le désordre, l'épidémie continue. Les circuits d'approvisionnement sont perturbés. Les exportations de produits chinois doivent être suspendues. Donc les industries françaises et européennes n'ont plus ce qu'il faut pour tourner. La consommation s'effondre, la panique s'installe, peur sur la ville, etc., etc., etc. Aïe, maman, j'ai mal. Mais au fait, le coronavirus va-t-il permettre enfin de se poser la question de nos dépendances stratégiques? Car il risque de nous faire payer très cher nos choix irresponsables, construits à coup de délocalisation systématique, détruisant méthodiquement le tissu industriel des pays occidentaux. Du coup, nos pays développés ne savent plus produire quantité de choses et notre glorieux savoir industriel s'amenuise. L'épidémie venue de Chine va peut-être nous permettre de revenir aux bons vieux fondamentaux économiques qui nous permettront peut-être de nous relancer. Quoi qu'il en soit, tout cela laisse planer dans l'air pur que nous respirons un petit parfum bizarre de tromperie virale à l'échelle mondiale. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt. Le califat. Reconstruire le califat. Devenir le calife du califat. Tel est le rêve, l'obsession, l'idée fixe du responsable actuel de la Turquie, j'ai nommé Erdogan. Pour cela, il doit dominer à l'Est et dominer à l'Ouest.
Et pour cela, le futur calife se démène comme un beau diable et développe une politique internationale dont il pense que celle-ci va lui permettre d'atteindre ses objectifs. Commençons par sa domination à l'Est. Il s'agit, ni plus ni moins, de faire de la Syrie une sorte de protectorat. Cela pouvait arranger Israël et l'Arabie Saoudite, et donc les États-Unis, leurs puissants protecteurs, et donc les pays occidentaux, vassaux des États-Unis. La guerre contre la Syrie a donc pu démarrer dans la joie et la bonne humeur. Le régime de Damas devait s'écrouler en quelques semaines. Petit problème, la Russie, alliée de la Syrie, a toussé très fort. Or, pour les États-Unis et ses vassaux, la Russie est le pire ennemi. Le conflit est donc monté d'un cran. La guerre s'est enlisée, le régime de Damas s'est maintenu et la Syrie a finalement retrouvé sa souveraineté sur la quasi-totalité de son territoire. Cela, le calife ne pouvait l'admettre. Pendant plusieurs années, sa stratégie a consisté à louvoyer, à avancer, à reculer, sans résultat très concret finalement. Depuis quelques semaines, l'affrontement est monté d'un cran en intensité. Le calife a semblé vouloir passer en force en s'alliant avec Daesh, c'est-à-dire avec le diable. Pour le calife, il est tout à fait permis de dîner avec le diable. Il en est résulté des morts par centaines, côté turc comme côté syrien, mais toujours sans résultat très probant sur le terrain, car il ne faut pas trop chatouiller Poutine tout de même. Le calife, constatant son échec à l'Est, s'est tourné vers l'Ouest. « Je vais envoyer des millions de migrants, vous allez voir ce que vous allez voir ». Ainsi donc, nos chers alliés, qui veulent nous montrer leur grande affection, nous envoient des millions de migrants pour nous déstabiliser. Notre amical calife nous déclare donc la guerre par migrants interposés. Il dépasse Machiavel, le calife. Il nous fait une guerre amicale. Cela s'appelle tout simplement un acte de guerre. Il est vrai que nous l'avons cherché, cette invasion, puisque l'Europe se fait une fierté d'avoir des passoires en guise de frontières et qu'il y a déjà belle lurette que les immigrants envahisseurs circulent allègrement en Europe sans le moindre contrôle, sans parler de tous ceux qui ne rêvent que d'une chose, à savoir faire de l'Asie mineure une Europe majeure. Cela dit, tout cela commence à nous courir sur le haricot, comme le disait impérialement le général de Gaulle quand il avait une poussée d'adrénaline. Car enfin, nous sommes amis des Turcs, c'est entendu, puisque l'Occident le décrète, mais nos amis font envahir leur voisin grec qui est notre allié et ami. Au secours, à l'aide aux fous. Peut-être serait-il bon que nos bien-aimés dirigeants, et tout d'abord la très peu angélique Angela, et son Manuchon d'amour, nous explique clairement et sans détour si, dans ce conflit sordide et sanglant, dans lequel tant de populations sont engluées depuis tant d'années, nous sommes du côté des Turcs ou du côté des Russes. En clair, du côté de ceux qui nous envahissent et veulent nous coloniser, ou du côté de ceux qui restent pour l'Europe une sorte de bouclier. En ce qui me concerne, le choix est déjà fait, mais je ne suis pas sûr à 100% que mon avis sera suivi des faits. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt. Jamais sans mon chat. Tel est le slogan d'Enora Le Pape, tête de liste pour la France Insoumise dans la bonne ville de Rennes. Avec un tel nom, elle ne pouvait qu'être tête de liste, évidemment. Comment Madame la Papesse mène-t-elle sa campagne ? Eh bien, Madame la Papesse a choisi de faire figurer un matou sur sa liste municipale. Le joli minet, âgé de 2 ans, répond au petit nom de Rec. En queue de liste tout de même. La place des animaux à 4 pattes sur une liste électorale étant encore difficile à défendre. L'objectif est de sensibiliser les braves électeurs à la cause animale. La papesse défend donc les citoyens et les citoyennes comme les animaux à poil.
Je ne parle pas de Benjamin Griveaux, bien sûr. Elle a donc bâti une liste inclusive où je ne m'y connais pas. Tellement inclusive que c'en est un cauchemar de lire son programme officiel bourré de points médians, de E et de tirets qui se promènent un peu partout. Une vraie copine à la gauche au Greta, elle-même copine au pape François. En fait, tout cela est tristement connu. On ne se soucie jamais autant des animaux que lorsque l'on est incapable de défendre l'éminente dignité de l'être humain, chef-d'œuvre de la création. Là où la papesse de candidate est fortichounette, c'est qu'elle endort l'électeur avec la candidature de son chat botté. Pendant que l'on gâtouille sur la petite bête toute douce, on en oublie les présupposés idéologiques des insoumis. Végétarianisme à la cantine, réquisition de logements, révolution citoyenne à toutes les sauces, révolution violente si nécessaire, mort aux bourgeois, la gauche vaincra. Avec un gros vilain matou sur la liste, l'électeur de Rennes acceptera-t-il de jouer le rôle du pigeon? Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt. La cérémonie des Césars. Pâle copie destinée à essayer tant bien que mal d'imiter la cérémonie des Oscars, même s'il ne faut pas le dire, et faire semblant de se réjouir de l'exception culturelle française. Cette cérémonie, entre guillemets, donne lieu chaque année à une démonstration de boboïsme politiquement correct de haut vol et de nullité artistique assumée. L'année 2020 ne déroge pas à la règle. J'ai même envie de dire, cette année, record battu. L'affiche était pourtant alléchante, une magnifique photo en noir et blanc, présentant une élégante parisienne au cou orné de perles et gantée de blanc. Mais ça, c'était pour appâter le public, ne nous leurrons pas. L'esprit de la cérémonie était bien éloigné du visuel. On pourrait même dire publicité mensongère. L'Académie des Césars communique sur une image chic et glamour, mais l'on se retrouve sur la scène avec un défilé de grossièreté et de vulgarité, de règlements de compte affligeants, de querelles d'ego et de vrais faux combats contre l'injustice, le racisme, l'obscurantisme et contre le mal blanc catholique, évidemment. Il ne manquait qu'un plaidoyer contre le réchauffement climatique agrémenté d'un striptease grandiose de Sainte Greta. À qui revient la Palme d'Or? La concurrence fut rude pour décerner le prix du plus pitoyable. En lice, on trouvait les féministes frustrées qui n'ont pu supporter l'idée que le film de Roman Polanski sur l'affaire Dreyfus, J'accuse, soit récompensé. Mais aussi les Français issus de la diversité, comme on dit dans les médias, représentés par l'équipe du film Les Misérables sur les banlieues, qui a reçu 4 trophées, mais qui met quand même un point d'honneur à cracher sur un système qui rend possible leur existence. Mais aussi les Français issus de la diversité, représentés par l'inénarrable Aïssa Maïga, dont j'ignorais l'existence jusqu'à samedi dernier, et que j'oublierai définitivement juste après cette chronique. Française, nous dit-on, mais née au Sénégal. Ah, j'ai eu peur, elle aurait pu naître à Sarcelles, ça aurait été juste horrible, comme disent les bobos du Marais en fumant une cigarette qui n'est pas une gitane. Et donc, l'inénarrable sénégalaise de naissance qui a vomi au micro sa haine et sa détestation de la France en long, en large et en travers devant le noble parterre du monde du cinéma, en comptant, oui, les noirs et les non-blancs dans la salle. Mais aussi l'acteur américain drapé dans sa dignité, en l'occurrence Brad Pitt, qui a finalement refusé le César d'honneur qu'on s'apprêtait à lui remettre pour protester contre la césarisation de Polanski. Moi, Brad Pitt, le plus pur d'entre les purs. En tout cas, j'en ai vraiment assez de mon patronyme, car si je m'étais appelé Maoussa, j'aurais eu un prix garanti. En bref, que du beau monde, tout cela, n'est-ce pas?
Et ce qui me ravit le plus le cœur, c'est que tout ce gratin est évidemment dûment choisi, sélectionné, financé et entretenu par nos gentils impôts, par le ministère de la Culture, au nom d'une prétendue exception culturelle et autres fadaises qui n'est que le nom paravent pour un projet idéologique de mise au pas de la culture qui aurait pu inspirer les amis Zhdanov le russe ou Goebbels l'allemand. Ce qui me rassure quand même, c'est que s'il est vrai que le cru 2020 des Césars est particulièrement épicé, se sont multipliées dans la presse et sur les réseaux sociaux les protestations contre ce gigantesque n'importe quoi. Même l'ancien journaliste de RTL, Philippe Labro, qu'on ne peut pas suspecter de sympathie droitière, a jeté l'éponge et a démissionné du conseil d'administration des Césars. Trop c'est trop, qu'il dit, le Philippe. Ras-le-bol d'être soumis à d'obscurs collectifs qui ont dans le viseur, ce sont ces termes, les vieux blancs catholiques. Cher Philippe, je ne vous le fais pas dire. Et je rajouterai que cette clique dégénérée nous fait plonger dans les heures les plus sombres de notre histoire. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt. Paris brûle-t-il? C'est la question que l'on s'est posée, il y a un certain nombre de jours, devant les échauffourées qui ont éclaté autour de la gare de Lyon. En cause, un concert de l'autoproclamée star congolaise répondant au doux nom de Fally Ipupa. Que l'on touche à sa liberté et Fally se met en colère, comme dit la chanson. Et il a fallu que ça brûle. Le scooter ou la poubelle, ça brûle sec et ça dégage une fumée épouvantable. Cela n'a pu qu'inquiéter le tout Paris, qui a dû se demander comment les vociférations sur fond de bruitage sinistre de ce bruiteur de 12e zone pouvaient justifier de tels embrasements. En fait, le dit bruiteur est aussi un militant politique à ses heures perdues. Il est jugé trop proche du régime actuel du président congolais Tshisekedi. Pas bien ça, mec? Des opposants au dit président ont cru bon de témoigner leur vindicte au bruiteur. Logique. Tout cela est bel et bon, mais franchement, qu'est-ce que ça vient faire à 2 pas de la gare de Lyon et à 3 pas de la gare d'Austerlitz? En quoi les règlements de compte sordides et fumants entre tous ces braves gens, plus ou moins braves d'ailleurs, nous concernent-ils? Qu'est-ce que j'en sais, moi, des torts réels ou supposés du sieur Seked, non, Tchedi, non. Ah, il ne peut pas s'appeler Lochner comme tout le monde. Bon, eh bien, cette émeute, c'est le prix à payer pour l'utopie multiculturelle que l'on essaye de nous vendre depuis quelque temps déjà. Il ne faut pas s'en étonner. Chaque année, nous importons sur le sol de France, avec beaucoup de constance et par centaines de milliers, des réfugiés, des immigrés, des migrants, des arrivants, des nouveaux venus, des chances pour la France, rayez la mention inutile, qui apportent évidemment dans leur bagage leur querelle de cases ou de minarets, mais hélas très peu leur querelle de clochers. Résultat, 37 interpellations, 53 verbalisations. Et après, on s'étonne que la justice de notre pays soit encombrée. Si on se met à utiliser nos services publics pour régler les castagnes politiques des États africains, on n'a pas fini de rigoler. Mais ce n'est pas tout. Si vous aimez les incendies congolais, vous appréciez sans doute aussi les coups de couteau entre Tchadiens et Soudanais, le même jour, au même moment, en Normandie. Du vrai en même temps cette fois-ci. Voilà une conséquence supplémentaire de l'immigration incontrôlée qui nous assaille et nous étouffe. Nous devons supporter d'héberger sur notre terre des conflits importés avec lesquels nous n'avons rien à voir, mais qui structurent le quotidien des gares que nous accueillons et que nous n'avons pas le moins du monde cherché à intégrer. Résultat, ce qui compte pour eux, ce sont leurs guerres de clans et certainement pas de mourir un beau jour pour la France. D'ailleurs, plutôt que de mourir un beau jour pour la France, peut-être essaieront-ils un jour de faire mourir la France. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.